Bonjour. Bonjour. Alors on vous reçoit avec grand plaisir avec ce prix Médicis essai qui vient tout juste d'arriver il y a quelques jours et qui relate cette nuit un peu folle, cette nuit au musée qui était entre le 7 et le 8 mars 2020 je crois, C'est ça. quelques jours à peine avant le premier confinement, dans la salle des Cariatides, en tout cas au début, puisque vous avez fait une nuit de déambulation en réalité. Absolument, oui, ça a été une nuit tout sauf statique au Louvre, dans ces salles désertes, en apparence du moins. Parce que j'ai dû arriver vers 20h. On m'a accompagnée, on m'a installée. J'avais un lit de camp en bois et en toile orange. Et ensuite, les gens le conservateur, la directrice de la collection, ma nuit au musée, Léna Gurdiel, sont partis, m'ont laissé là, parmi les statues, parmi les souvenirs aussi, les miens. Et j'ai pu constater à quel point le Louvre est un endroit paradoxal. C'est-à-dire que quand il est désert, il est peuplé. Peuplé de tout ce qu'on y apporte aussi, sans doute. Je pense qu'on en reparlera. Mais ça a été une nuit tout sauf reposante. Alors, c'est l'étrange exercice, Yakuta Alikavazovic, qu'on retrouve, c'est ce croisement, cette forme un peu hybride entre cette nuit passée au Louvre racontée au présent, les fantômes que vous y retrouvez, et cette histoire qui est l'histoire du père, avec une fresque historique d'un monde perdu qui n'existe plus, celui de la Yougoslavie, dont il était originaire, et puis finalement, vos souvenirs qui sont aussi les souvenirs de son exil et de ce lieu, le Louvre, dans lequel il vous emmenait quand vous étiez enfant. Oui, absolument. Mais c'est-à-dire que l'invitation de passer une nuit dans un musée, elle est presque irrésistible. Je pense que je suis loin d'être la seule autrice à qui ça donne terriblement, furieusement envie. Mais enfin, ensuite, il faut tout de même être prêt, savoir qu'on va devoir écrire un livre. C'est pas rien d'écrire un livre. Et pour moi, c'était envisageable au Louvre uniquement, en fait. C'était pas possible ailleurs, parce que le Louvre, c'est un endroit où j'avais déjà une histoire qui est partiellement la mienne, qui est partiellement celle de mon père. C'est ça qui est beau dans les questions de transmission aussi, c'est que ce qui est à l'autre est aussi un peu à soi et inversement. Il se trouve que mon père est arrivé donc de ce pays qui s'appelait alors la Yougoslavie, au tout début des années 70, c'était un jeune homme, il avait toute petite vingtaine d'années. Il est arrivé en France, où je suis née, moi, à la fin de cette même décennie. Donc, ils se sont installés là. Mes parents se sont installés à Paris. Et la première histoire, le premier récit ou le premier mythe, c'est cette phrase « Moi, je suis venue à Paris pour le Louvre. Le Louvre, c'est la première ville française où je me suis sentie chez moi. » Et c'est une phrase qui est extrêmement, ou deux phrases qui sont extrêmement énigmatiques, extrêmement invitantes, qui entrebâillaient déjà pour moi la porte de cet espace-là. Et mon père m'y emmenant dans ce fameux Louvre, me montrant, m'expliquant, c'est une éducation du regard aussi, d'emmener son enfant au musée, et d'autant plus que c'était le regard que mon père lui-même était en train de se construire, parce que rien dans sa vie à lui ne le destinait dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là, ni à aimer l'art, ni à y emmener sa fille. C'est quelqu'un qui s'est inventé un petit peu par la force de sa volonté presque. Alors, c'est d'ailleurs le début du voyage a cela de surprenant qu'on comprend dès les premières phrases que c'est une sorte de poste-frontière, le Louvre. Même pour vous, avant d'y aller passer une nuit en tant qu'écrivaine, on vous demande tout un tas de papiers, vous expliquez qu'on ne rentre pas au Louvre comme ça. Il y a l'idée comme ça d'une sorte de lieu à la fois d'un refuge, mais d'un lieu aussi un peu inaccessible. Oui. Et ça, c'est la barrière symbolique, c'est la barrière de classe qui intervient à ce moment-là, Yakuta Alikavazovic. C'est une barrière symbolique de classe, oui et non, on va en reparler sans doute. C'est avant tout, en effet, un espace intermédiaire. Pour moi, c'est un espace intermédiaire entre l'adulte que je suis aujourd'hui et l'enfant
que j'étais, qui a enfin pu, sous sa forme adulte, de femme adulte, faire ces longues glissades interminables sur les marbres du Louvre qu'on m'empêchait toujours de faire quand j'étais enfant, parce qu'il fallait quand même bien se tenir. Et Qui justement, fait même des sortes de danse au milieu des oui, statues. oui, absolument, absolument, mais c'est très important de libérer le corps avant de vivre une expérience pareille. Donc effectivement, j'ai dansé un petit peu, je dis ça pour être poli, un petit peu au Louvre. On a l'impression d'ailleurs que les statues dansent aussi. C'est presque des moments de fantaisie romanesque qui s'instaurent dans ce récit qui est plutôt un récit qui fonctionne par association d'idées, association d'imaginaire. Là, dans la scène des statues, vous racontez ces glissades et ces danses. On a le sentiment que les œuvres sont tellement animées qu'elles vous emportent, même que vous-même, vous rentrez dans une danse. Mais oui, mais parce que les statues marbre, on sont va dire. immobiles que quand on les regarde, en fait. Et dès que le rapport change, la présence change, dès qu'on est en minorité presque, parce que c'est très rare de se retrouver toute seule dans ces espaces-là, d'un seul coup, on se sent alors réellement toute petite. Ça, c'est la puissance de l'institution et de la fonction patrimoniale dont vous parliez très justement à l'instant. On se sent toute petite et on se sent observé. Et le regard s'inverse, c'est-à-dire que les œuvres ont une telle présence que le ratio du regard s'inverse, en fait, d'une certaine façon. Ce n'est plus vous qui êtes là pour les voir, c'est elles qui vous surveillent. Et à une époque, c'est pas très étonnant, parce qu'à une époque, je pense que je rapporte ça dans le livre également, il paraissait tellement évident que les statues avaient une vie propre, elles étaient faites pour ça, d'une certaine façon, qu'on les enchaînait. On leur mettait la nuit, des petites chaînettes en or, pour pas qu'ils aillent trop loin. Et voilà. Donc, et on avait bien raison. On avait bien raison pour d'autres raisons qu'on évoquera dans le Absolument. livre. Mais est-ce que ces statues-là et ces œuvres en général sont hostiles ou est-ce qu'elles ont un regard bienveillant? Parce qu'on a le sentiment parfois de Quasimodo compris par ses gargouilles. Il y a cette conversation de Pierre qui se fait aussi avec les œuvres. C'est une conversation, c'est beau ce que vous dites, une conversation de Pierre, c'est très beau. En tout cas, il y a un langage à inventer, à réinventer quand on est confronté de cette façon-là, un peu inattendu à des œuvres. Pour moi, ça a été aussi ces statues, les camarades, les compagnes qui m'ont accompagné, oui, qui m'ont permis cette espèce de spirale introspective comme ça, de se dire finalement, bon, je suis dans ce lieu. Ce lieu appartient déjà partiellement au passé, et à un passé mythique, puisque c'est presque l'une des graines du récit familial. On le sait que ces récits familiaux sont fondateurs, mais ils doivent être figés d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on va les interroger un peu trop, on ne sait pas ce qu'on va trouver réellement. Et puis il y a le grand discours et le petit. Le grand discours, c'est évidemment la Joconde, la Vénus de Milo. Et le petit discours, c'est je venais au Louvre me laver les dents. Exactement. Ça, c'est votre père. Ça, c'est mon père, mais je dois, vous parliez de fantaisie tout à l'heure et de déambulation, je dois cette liberté de penser et cette liberté de mouvement beaucoup à mon père, qui est un homme qui a l'esprit de jeu, qui n'est pas du tout opposé ou antithétique à l'esprit de sérieux, comme on le dit parfois, mais qui a cette faculté de mettre en mouvement, de tout mettre en mouvement. Et cette question que mon père me posait quand j'étais enfant, et toi, comment tu t'y prendrais pour voler la Joconde? C'était un fil rouge extraordinaire pour ces visites, qui du coup n'avaient rien de poussiéreux, il n'y avait rien de barbant, voilà, comme parfois, justement, tout ce qui est trop institutionnalisé peut le paraître à l'enfance. Au contraire, tout devenait un jeu. Et cette question, elle avait aussi, et c'est à ça que je m'attache finalement dans ce livre, un peu de déplier cette question qui était un terrain de jeu incroyable pour moi dans l'enfance, et dont j'en suis venue à me dire, mais enfin, c'est quand même une question pas si anodine que ça. Alors avant qu'on en arrive à cette énigme-là du récit, Yakuta Alikavazovic, on va d'abord revenir à cette histoire de classe et cette histoire d'institution et de patrimoine. Je vous propose d'écouter Pierre Bourdieu, c'était sur France Culture en 1972. En réalité, tous les arts pré-art pour l'art étaient des arts qui avaient des fonctions d'intégration du groupe, des fonctions de fête, des fonctions de rite, des fonctions, en gros, des fonctions symboliques au sens de social. L'art de nos jours aussi a une fonction. Et il intègre la classe dirigeante. Il intègre les gens qui ont accès à l'art. Si vous voulez, on dit l'art est désintéressé. En fait, je pense qu'il y a un intérêt du désintéressement. Il y a des gens qui ont intérêt à avoir des conduites désintéressées.
Alors ça serait compliqué à analyser, mais je pense que la culture désintéressée, ça paye, ne serait-ce qu'à l'université, par laquelle se retransmettent une grande partie des avantages, etc. C'est pour ça que ce n'est pas si facile de dire, mais tout compte fait, tout ce que vous dites est très intéressant, mais enfin, en dernier ressort et en dernière analyse, l'art survivra. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. On peut dire ça. Je pense qu'en réalité, l'art, dans l'état actuel, l'œuvre d'art et le rapport sacralisant et sacré à l'œuvre d'art a des fonctions sociales, en gros de distinction. C'est-à-dire que ça sert à séparer ceux qui ont ces contemplations de ceux qui ne les ont pas. Ça leur permet d'être justifiés d'exister comme séparés. Alors vous, Yakuta Alikavazovic, c'est presque inversé pour vous. C'est-à-dire que ça a été une porte d'entrée aussi, l'art, alors même que la position est celle de l'exilé, le rapport à l'art est premier finalement dans cet exil. En tout cas, c'est ce qui vous est dit. C'est ce qui m'est dit et c'est ce qui est très intéressant, je trouve. Maintenant, l'adulte que je suis aujourd'hui et qui repense à ça, à la façon dont cette arrivée en France et dont cette émigration s'est racontée dans ma famille, du côté de mon père notamment, c'est que dire je suis venue en France pour le livre, pour le Louvre, pour le livre, ça c'est moi, c'est mon lapsus magnifique. À moi. Je suis venue en France pour le Louvre, c'est se mettre à l'écart du discours sociologique, justement. C'est se mettre à l'écart des réalités de l'immigration de l'époque, d'Europe de l'Est, qui est souvent une immigration économique ou politique. Ou alors, c'est avoir une pleine conscience de ces codes. De même que vous racontez que votre père préférait les beaux quartiers à un bel appartement. L'apparence est maintenue. C'est la même chose d'une certaine manière. La fonction intégrante de l'art. Comme le raconte Bourdieu, c'est bien quelque chose qui était quasiment conscient dans le discours. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était conscient. En tout cas, ça a été pleinement efficace. Puisque ça a permis à mon père, dans une certaine mesure, parce que c'est toujours plus compliqué, évidemment, qu'on ne veut bien le dire, la question de l'arrivée, la question de l'immigration. En tout cas, ça lui a permis, ça a été le petit cheval de Troie, d'une certaine façon, qui lui a permis de projeter l'image qu'il souhaitait projeter. De quelqu'un d'éclairé, de quelqu'un d'élégant, de quelqu'un de cultivé, toute chose qu'il était. Mon père est un homme très charmant et encore heureux, parce que la difficulté de l'immigration, elle est telle que, en fait, la réalité des faits, c'est aussi, on peut changer le récit, on peut toujours le réviser. La réalité des faits, c'est que quand on arrive à 20 ans, qu'on ne parle pas la langue du pays, quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas de relations, évidemment que c'est difficile. Évidemment qu'on se cogne tout le temps, partout, et que chacun essaye de déployer les stratégies qui sont à sa portée, disons, qui lui sont les plus accessibles. Pour mon père, et c'est peut-être ça, en fait, la spécificité de cette histoire, pour mon père, ça a été l'art, ça a été le passage par l'art. Alors, pas n'importe quelle figure dans l'art. Les deux grandes figures qui reviennent de manière récurrente, de même que les phrases reviennent comme des mantras, la Vénus de Milo, qui a toute une histoire aussi familiale, et la Joconde. Alors, vous parliez de la forme du récit, quelque chose qu'on retrouve aussi dans vos romans. Il y a ce sens de l'énigme, d'une certaine manière, autour de cette phrase « Et toi, comment aurais-tu volé la Joconde ?» Il y a une énigme, qui est un peu l'énigme paternelle. Le personnage, plus trouble qu'il n'y paraît, puisqu'il s'est réinventé, donc peut-être a-t-il menti. C'est finalement cet arrière-fond-là qui vous permet de tisser le récit, Yakuta Alikavazovic. Mais oui, en fait, je pense que je suis une enquêtrice contrariée. Pas si contrariée que ça. Voilà, enfin, je pense que la question de la curiosité et la question de l'enquête, de l'investigation, sont effectivement au cœur de ma démarche d'écrivain. Ça a été toujours vrai et ça se vérifie encore maintenant. Et je trouve incroyable. Enfin, en fait, je trouve que les phrases qu'on prononce et qu'on prononce régulièrement sont comme des lieux, sont comme des espaces qui peuvent cacher des passages secrets, qui peuvent avoir un faux mur, un faux plafond, une pièce secrète dans lesquelles on peut mettre beaucoup d'affect, beaucoup plus qu'il n'y paraît, qui peuvent avoir bien des significations. Je pense que cette histoire de voler la Joconde fait partie de ça. Il faut nous en dire quelques mots à l'histoire de voler la Joconde. Voilà, mais donc c'était vraiment je vous ai dit, c'est un terrain de jeu
pour filer la métaphore du lieu, comment tu t'y prendrais pour voler la Joconde, c'est extraordinaire. Ça fait marcher l'imagination d'une façon incroyable. Il y a 1001 façons imaginées, rêver de voler la Joconde. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, en même temps que cette phrase très joyeuse et très drôle? C'est aussi une façon de dire à sa fille, qui est une petite fille, qui grandit avec un nom à consonance étrangère, en France, qui est quand même un pays, à ce moment-là, toujours conservateur. C'est une façon de dire ton désir, il est là, il peut se porter vers les choses les plus précieuses. C'est important, ça, de l'entendre. Ton désir peut se porter vers les choses les plus précieuses, vers la Joconde. Mais ton désir, il va falloir trouver des façons de le mettre en œuvre, parce qu'il ne sera jamais, on va pas te la servir sur un plateau. Donc comment y aller? Donc c'est à la fois une autorisation à désirer les plus belles choses du monde, terrible en même temps. Une invitation quand même à se débrouiller, y compris peut-être par la transgression. Ça, c'est très intéressant. Et puis, au bout du compte, sans vouloir tout dévoiler du livre, mais enfin, cette question, vers la fin du livre, elle prend encore une autre tonalité, une autre couleur, une autre atmosphère, peut-être encore plus mélancolique, puisqu'à moi, elle me semble aussi parler d'une forme de solitude, qui est la solitude de l'exilé. C'est-à-dire que même dans les cas de figure les plus heureux, où on a pu changer de pays, changer de langue, changer de milieu, voilà, sans y laisser trop de plumes, il reste quand même quelque chose d'une solitude, il reste quand même le sentiment d'une forme peut-être d'illégitimité. Et tout ça se glisse dans les choses qu'on raconte à sa petite fille. Petite fille de province, d'une ville de diagonale, vite comme le vide original. Là les origines sont bien peu originales. Jean dans le jean comme une bouteille à la mer. Sur le terrain vague, Rosalie rêvait pour deux. Feu dans les yeux tant qu'elle ne fait pas de vagues. Elle divague et passe encore la main dans ses cheveux. Pourquoi il n'y a que les prisonniers qui s'effadent? Mais qui sont les coupables? Mais qui sont les coupables? Mais qui sont les coupables? Mais qui sont? J'écris sur le journal les journées qui passent et qui s'éteignent la nuit. Je n'ai jamais froid sous les hivers de glace. Quand je l'attends sous la pluie, j'écris sur le journal les journées qui passent et qui s'éteignent la nuit. Ça fait s'en aller les reflets de la glace. C'est la vie. La grande table, France Culture. Petite fille de province, d'une ville de diagonale. Gwyn comme le nuage dans le ciel. L'amour se fait peu, encore moins quand il est sale. Criblé de lois sentimentales. Les querelles se lavent comme se tachent les survêtements. Sang sur le blanc, immaculé des t-shirts. Elle a répondu, aimons-nous tant qu'il est temps. Il paraîtrait que la fin du monde approche. Mais qui sont les coupables? Mais qui sont les coupables? Mais qui sont les coupables? Mais qui sont? J'écris sur le journal les journées qui passent et qui s'éteignent la nuit. Je n'ai jamais froid sous les hivers de glace. Quand je l'attends sous la pluie, j'écris sur le journal les journées qui passent et qui s'éteignent la nuit. Ça fait s'en aller les reflets de la glace. C'est la vie. Cette histoire-là, maman, tu vois sur le fond les dégâts. Tu m'avais dit, fais bien ce que tu veux tant que tu restes droit. Il n'y a pas à s'en faire, mais l'enfer c'est que sans rien faire, ça dérange déjà pas mal de personnes. Je me noierai dans le creux de son cou en guettant les jaloux. Je n'ai peur de personne, impersonnel, idée de soi. Retour aux sources un dimanche sur 3. Je joue les fous pour me rouler les rois quand la roue de la science n'entend plus que pour moi. Avant la chute, la descente, avant je chanterai ma chute. Il y a certes parfois un jeu qui traverse mes textes, mais pour autant c'est un jeu tout à fait désubjectivé, c'est un jeu qui est toujours absent à soi. La seule chose qui compte, pour moi, c'est de trouver une forme, une structure, la structure la plus précise possible pour atteindre la note la plus juste possible pour raconter des histoires. Donc au fond, quand on me dit « Oh, je suis très émue par votre histoire »,
Je regarde les gens avec beaucoup de perplexité parce que ce n'est pas mon histoire. Saturne, c'est l'histoire de nos deuils, c'est l'histoire de nos mondes perdus, c'est l'histoire des fictions que l'on se raconte pour continuer à pousser, continuer à grandir quand on est hanté par le deuil. Mais ça n'est certainement pas mon histoire. Je ne revendique rien, je ne recherche rien, à part la simplicité d'une certaine écriture ou d'une forme. Yakuta Alikavazovic, c'est Sarah Chiche, l'écrivaine qu'on entendait, la psychanalyste Sarah Chiche, sur France Culture, dans Salle des Machines, en septembre 2020. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu qui n'est pas celui tout à fait de l'autobiographie, mais qui est celui quand même de l'écrivaine qui retrouve par un chemin d'énigmes les chemins de son histoire? Il est très paradoxal, ce jeu. Il est très paradoxal parce qu'il est à la fois vide et plein. Parce que y prétendre, arriver, s'emparer d'un matériau biographique ou autobiographique, le simple fait de passer à l'écriture fait que une distance grandit. C'est-à-dire ce jeu de l'écriture, ça n'est jamais le jeu de soi, de la personne que l'on est, de la personne qui vit, qui éprouve, qui ressent. Et il y a des sujets de l'écriture qui sont comme ça, qui sont vidés de la personne qui écrit, alors même qu'elle écrit des histoires plus ou moins empruntées à son existence personnelle, mais qui en revanche peut se remplir, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui en fait l'un de ces espaces, ce jeu, l'un de ces espaces d'ombre, l'un de ces espaces liminaires dont vous parliez tout à l'heure, qui peut se remplir du jeu du lecteur. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui se vide de l'un, et très sincèrement, moi qui ai beaucoup évité le jeu dans la fiction, en réalité, mes craintes étaient infondées parce qu'il n'y a pas grande différence, je trouve, dans le travail. Tout dépend de la manière dont on l'invoque, ce jeu. Là, c'est vrai qu'il y a à la fois dans ce jeu, finalement, le père contenu et son histoire disparue, mais il y a aussi ce rapport au présent. Le temps est dilué d'une certaine manière dans cette porosité qui est un peu peut-être celle de la nuit. On n'en a pas parlé, mais il y a cette temporalité particulière, Yakuta Alikavazovic, cette nuit un peu suspendue, avec un rapport un peu irréel à ce lieu magique, ce lieu pyramidal. Oui, bien sûr. Ce lieu en lui-même énigmatique, comme le fil du récit. Mais ça, c'est très important ce que vous dites. Et cette temporalité-là, ce suspens nocturne comme ça, que moi j'ai éprouvé évidemment très fortement au Louvre, mais qui en fait n'est que la version augmentée, intensifiée de ce flottement que n'importe qui éprouve la nuit pendant que tout le monde dort et qu'on est en train de vaquer à ses occupations. Mais ça peut être chez soi, ça peut être dans le couloir, ce moment d'irréel où vous traversez votre propre couloir pour aller, je sais pas, boire un verre d'eau ou peu importe, et où d'un seul coup le monde est en mouvement. Cette temporalité-là, c'est celle de la nuit, mais c'est pour moi avant tout celle de la littérature. C'est ce moment d'entre-deux que vous offrez, disons que vous avez la possibilité d'offrir, surtout à votre lecteur, parce qu'en fait, soi-même, on travaille beaucoup, mais quand on écrit. Mais au lecteur, en tout cas, j'espère offrir ce moment de suspens où on ne sait pas si c'est la nuit ou le jour, puisque ça n'est que le temps de la lecture. Et on est suspendu entre sa vie et celle de l'autre, de ceux dont on lit l'histoire sur la page, qui sont donc forcément des personnages d'une façon ou d'une autre, et qui vous permettent, en suspendant un petit peu le temps de votre existence, le temps de votre expérience, de l'enrichir. C'est ça qui est très étonnant, c'est ça qui est merveilleux, que dans ce moment de pacte comme ça, où vous ouvrez un livre, vous lisez quelque chose qui n'a rien à voir avec vous vous suspendez pour faire de la place à cette histoire-là, à ces phrases-là, à ces mots-là, et en même temps, ça fait croître quelque chose en vous, qui n'est que vous, qui est purement vous. D'autant plus que vous avez un support visuel incroyable. C'est la beauté de ces œuvres qui vous font face. Ces œuvres-là, elles sont aussi des métaphores de ces allers-retours de reflets, d'invention de soi, peut-être aussi de travail d'invention et de destruction. Mais oui, parce que... Ce sont des sortes de mise en abîme.
Certainement, certainement, parce que les œuvres, quand on les regarde comme ça sur des temporalités courtes, on a l'impression qu'elles sont immuables, mais rien n'est plus faux. Il y a une temporalité de l'art. Elles évoluent, elles s'usent, on les perd, on les retrouve. Quand on les retrouve, leur valeur a changé, c'est-à-dire que le regard qu'on porte sur elles a changé, c'est-à-dire qu'elles-mêmes ont changé profondément de ce fait-là. Elles sont à notre image, ce sont au bout du compte des fictions en 3 dimensions. Et elles sont en mouvement, en réinvention, en réécriture constante. Toutes ces œuvres-là, la Vénus de Milo, par exemple, c'est une œuvre qui a accédé au statut qu'elle a aujourd'hui de chef-d'œuvre, mais pour un tas de raisons, autant historiques qu'esthétiques. Et pour vous, elle fait paysage aussi. Ah, pour moi, elle fait paysage, elle fait pivot aussi, elle fait charnière. Et c'est peut-être ça, la plus grande vertu de ces œuvres, c'est qu'elles sont finalement la charnière entre le monde, le nôtre, le plus intime, celui des sensations les plus passagères, celles qu'on a beaucoup de mal même à exprimer, et le monde commun, celui qu'on partage avec tous les autres. Merci Yakuta Alikavazovic d'avoir participé à cette première partie de la Grande Table préparée par Chouchan Djergaïan. Je rappelle le titre de votre livre, Prix Médicis Essai de cette année, Comme un ciel en nous, dans la collection Manu au musée, publié aux éditions Stock.